Aujourd'hui, on va vous parler de Microsoft, et pas vraiment de Microsoft, mais plutôt des différents services qu'on fournit, que vous pouvez utiliser dans vos développements Android. Si, c'est possible, on peut vraiment le faire. Et on a plein de choses qu'on va vous montrer. C'est pas en tordant, parce qu'on pourrait un peu imaginer qu'on essaie de tordre nos produits pour les rentrer dans ceux des autres. C'est pas du tout ça, c'est on a développé plein de SDK pour pas mal de nos technos à nous, qui peuvent rendre pas mal de services pour des développements Android. Et on va vous en parler. Alors, je m'appelle Étienne Margraff et je suis accompagné de Jean-Sébastien Dupuis. Jean-Sébastien Dupuis, avec des superbes ombres sur nos têtes, comme vous voyez. Vous pouvez nous suivre sur Twitter si vous voulez discuter avec nous après la présentation, si besoin. Alors, avant de démarrer, je pense que maintenant, tout le monde ici est à peu près convaincu de ça. Donc, Microsoft a changé. Ça fait plusieurs mois, années maintenant qu'on a changé de CEO, qui est Satya Nadella. Qui insuffle plein de différences par rapport à ce qu'on faisait avant, à comment on se comportait, par rapport à d'autres technologies et ce genre de choses-là. Donc on a beaucoup évolué, on fait plein de choses pour Android. Je vous montrerai tout à l'heure, mais dans le store, le Play Store Android, il y a beaucoup d'applications faites par Microsoft, parce qu'on est un éditeur de logiciels quand même à la base. Et puis on a plein d'autres choses qui sont aussi fournies par nous, et notamment il y a une chose, on ne va pas en parler dans les détails aujourd'hui ici, mais c'est l'open source. Donc vous avez peut-être vu, si vous allez sur github.com/Microsoft, vous allez voir qu'il y a énormément de projets open source, et ce n'est pas simplement des projets auxquels on participe pour dire qu'on fait un petit peu d'open source dans un coin, ça c'était le Microsoft il y a 10 ans peut-être. Maintenant on a nos projets à nous qui sont open source. Par exemple le framework.net, le cœur du framework est en open source. On a des langages pour le web comme TypeScript par exemple, qui est utilisé par Google pour faire Angular 2. TypeScript c'est un langage open source aussi. Donc il y a énormément de projets, il y a des pages et des pages, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et maintenant, c'est la réalité de Microsoft. Donc c'est important à avoir en tête, je pense, avant qu'on démarre tout ça. Donc déjà, alors le but, c'est pas de les citer toutes, mais si vous cherchez juste Microsoft dans le Play Store, vous allez voir toutes ces applications-là, puisqu'en fait, on en fournit un grand nombre. On a démarré avec, je pense que dans les toutes premières, ça devait être Office, OneNote, Outlook, etc. Donc je ne sais pas qui a une application Office X ou Y sur son Android. À peu près 2000 personnes. Donc voilà, en tout cas, il y a plein d'applications, jetez un coup d'œil. Il y a notamment, je ne la vois pas ici, mais on a un bracelet connecté qui s'appelle Microsoft Band, qui permet d'avoir plein d'informations. Et l'application, on ne l'a pas faite que pour Windows Phone, elle existe aussi pour Android, et on peut la connecter à son bracelet, récupérer des informations et l'utiliser. Donc ça, c'est, si je la vois, elle est tout en bas là. Voilà, donc ça vous permet de voir que c'est pas simplement, on vient pas simplement là pour vous dire et venez chez nous, au contraire, vous faites de l'Android, c'est très bien. Nous, on fait des choses aussi pour Android, et on a aussi des services pour vous en tant que développeur. Alors, on va raconter une petite histoire qui n'est pas la nôtre tous les deux, mais qui est celle de, je ne sais pas si vous connaissez old.net, c'est dur à prononcer quand on est français. C'est un site web, vous allez dessus, vous uploadez une photo à vous ou de n'importe qui, et ça vous dit l'âge. Donc ça dépend, après il y a des choses qui sont, quand on a une barbe on prend 2 ans, genre moi j'ai 2 ans de plus qu'en vrai, mais bon voilà. Mais en tout cas c'est tout ce calcul de l'âge basé sur le visage, il est fait à partir de plein de choses. Donc ça ressemble à ça, il y a une application aussi qui existe sur Android et qui existe sur toutes les plateformes. Donc ils ont construit une application, c'est basé sur des algos de machine learning derrière, et cette application là, alors, je vais y arriver. En fait, à la base, c'est un dev dans un coin, on va dire ça comme ça, qui s'est dit, tiens, je vais essayer les différents services qui existent, je vais essayer de les combiner un petit peu pour voir comment on peut facilement mettre en place un algo comme celui-là. Donc c'est du machine learning, on lui donne plein de photos, on lui dit cette photo c'est cet âge-là, celui-là c'est cet âge-là, celui-là c'est cet âge-là, et il va apprendre à reconnaître, je passe les détails de l'algo, mais apprendre à reconnaître que, bah tiens, quand c'est comme ça, normalement il devrait plutôt avoir cet âge-là. Donc ils ont sorti l'app, et ça a été plus loin que ce qu'ils pensaient. Il y a eu énormément de personnes qui ont testé, il y a plein de tests qui existent, parce qu'on peut partager ces tests, etc. Vous pouvez regarder. Et ça marche plutôt pas mal. Donc il y a 50 millions d'utilisateurs de l'application, alors qu'à la base c'était un dev dans un coin quand même, c'est assez rare que ça arrive. Et je pense qu'ils devaient être assez contents, les gars. Et donc en fait, si on compare un petit peu le temps qu'il a fallu pour différents services d'arriver à 50 millions d'utilisateurs. Si on regarde, le téléphone, c'était 75 ans, on ça allait pas aussi vite à l'époque. Pour la radio, c'était 38, pour la télé, 13 ans. Pour Angry Birds, c'était 35 jours, ce qui est déjà exceptionnel. Et pour cette application-là, c'était 7 jours.
Donc pas pour dire que génial, on a fait un truc en 7 jours, il y a 50 millions d'utilisateurs, c'est pas ça, c'est que ça peut arriver, on vous souhaite que ça vous arrive quand vous faites votre application, mais si ça vous arrive, il faut que vous ayez prévu à l'avance que ce qui est derrière, si vous avez des données qui sont derrière quelque part, ça tient la route aussi. Parce que d'un coup, là, en 7 jours, on est à 50 millions de personnes qui potentiellement tous les jours vont interagir avec les services qui sont derrière, les API et ce genre de choses-là. Et donc du coup, ils avaient, c'est un peu agressif le rouge, mais ils avaient directement basé leurs applications et les services qui sont derrière sur le cloud. Et dans tous les systèmes de cloud qui existent, celui de Microsoft compris, on a des systèmes d'auto-scaling qui automatiquement vont faire en sorte que si j'ai plein d'utilisateurs qui viennent d'un coup, ben, j'ai les choses qui vont se mettre en place derrière pour que ça supporte cette charge-là. Évidemment, on est d'accord, ça a un coût au bout d'un moment quand on a 50 millions d'utilisateurs, mais ça c'est une problématique qui est indépendante, mais en tout cas, c'est géré pour nous automatiquement. Et sans ça, ça n'aurait jamais tenu, et certainement qu'il se serait arrêté à 1000, 10 000, 100 000 utilisateurs, parce que ça aurait craché directement. Donc ça, c'est quelques exemples du cloud. Ici, c'est des exemples pour Azure, je crois. Non, c'est des exemples pour l'application. Donc il y a eu 84 millions d'utilisateurs uniques. Aujourd'hui, après les 7 jours, ça a monté. Il y a eu des millions de blogs, d'images, etc. Des téraoctets de mémoire qui ont été utilisés. Et donc du coup, on voit un petit peu la progression de l'application. Ça a baissé par la suite, comme pas mal d'applications, Android ou même sur d'autres plateformes. Et on voit que là, à ce moment-là, il y avait 7 millions d'images traitées par heure. Ça, si vous le faites sur un serveur hébergé sous votre bureau chez vous, c'est un petit peu compliqué, ça ne tiendra pas forcément. Donc ce qu'on veut mettre en avant ici, c'est que développer une application, faites-le dans le langage que vous voulez, la techno que vous voulez, peu importe. Peu importe la techno qu'on utilise derrière, si on veut stocker des données et faire des choses, des traitements sur ça, il nous faut quelque chose qui va nous aider à le faire. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et on va parler de 3 sujets différents principalement. Peut-être que tu veux prendre la main ici. D'accord. Donc, on va vous parler de Cortana Analytics. Qui a entendu parler de Cortana déjà? Au-delà du jeu Halo, hein, bien sûr, puisque le nom vient de là. Donc Cortana, le grand public le connaît sous... c'est l'équivalent d'un Google Now, Siri, etc. Mais derrière, il y a des services, ces services-là qui sont utilisés par Cortana, que vous pouvez aussi utiliser vous dans vos apps. Donc ça, on va vous en parler pas mal. App Service, c'est tout ce qui va permettre de gérer des API, de gérer des bases de données qui vont être scalables, justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et Oki App, qui est un service qui va vous aider à gérer vos bêta-testing de vos applications. Et on démarre tout de suite. Alors, tu peux ne pas faire de l'arsène quand tu éternues. Et on démarre tout de suite avec Cortana Analytics. Et je te propose, Jess, de prendre la main à ce niveau-là. Alors, effectivement, derrière Cortana, en tout cas l'assistante, il y a bien un certain nombre de services qui sont utilisés. Et aujourd'hui, ça regroupe, on va dire, un terme un petit peu marketing pour tout ce qui va être machine learning chez Microsoft. Donc, on va avoir 3 grandes briques qui va être, grosso modo, tout ce qui va être acquisition d'éléments. Par exemple, si vous avez de l'IoT et que vous voulez câbler, on va dire, des petites stations météo et envoyer régulièrement des informations, eh bien, on a des services qui sont capables de collecter, par exemple, des millions d'informations à l'heure. Vous avez après besoin de stocker l'ensemble de ces données et puis finalement de les analyser avec du machine learning. Réseau. Le réseau est peut-être revenu, on va voir. Alors, on ne va pas vous parler de tout ça, nous on va vous parler juste d'une petite brique qui s'appelle Perceptual Intelligence, qui est intégrée à ça, et l'idée c'est d'avoir des API un petit peu clés en main que vous allez pouvoir utiliser dans vos applications. Donc ce sont vraiment des API REST, donc pour le coup complètement cross-platform, et qui vont nous permettre de faire un certain nombre de choses comme de l'analyse d'images, par exemple, ou de la synthèse vocale. Alors, je fais juste un test réseau, on n'est jamais à l'abri, et sinon j'abandonne définitivement. Si vous pouvez tous croiser les doigts, c'est maintenant. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Non. Alors, on abandonne complètement. On revient sur les slides. Alors, la première brique de la partie perceptuelle intelligence, ça va être tout ce qui va être détection d'images. À l'intérieur, on va voir comment on fait pour traiter les images. On a également de l'OCR et une gestion des thumbnails un petit peu intelligente. Alors, la première API, c'est simplement que vous allez pouvoir pousser via un service REST votre image et ça va vous retourner un fichier JSON avec un certain nombre d'informations à l'intérieur.
Le premier type d'information, ça va être tout simplement déjà d'être capable de détecter si cette image, c'est une image, si c'est un dessin, si c'est un clip art, ou est-ce que c'est en noir et blanc. Alors on a utilisé ça principalement parce qu'il y avait des besoins derrière pour les équipes de Bing et les équipes de OneDrive de classer en fait les images. Et donc on avait besoin absolument de ce type d'éléments pour vraiment dissocier d'un côté les photos et de l'autre les dessins et les clip art. On est allé un petit peu plus loin après. Une des deuxièmes composantes, c'est savoir surtout si la photo est à caractère adulte ou pas. Donc la deuxième information qui sera retournée, c'est ce type de choses. Et on commence à catégoriser un petit peu les éléments. Donc on a fait du machine learning aujourd'hui sur 86 catégories. L'idée, c'est d'être capable au moins de détecter sur les images si on est plutôt sur une personne, un bâtiment, une voiture, et d'être capable de retourner ce type de choses pour pouvoir classifier les photos. Donc aujourd'hui, c'est utilisé sur Bing, ça va être utilisé également sur OneDrive pour faire du classement. Alors vous pouvez voir qu'on fait de la reconnaissance de visage. Je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur cet élément. Mais c'est également cette API qui, au-delà du visage, va nous permettre de retrouver l'âge de la personne et également son genre. Voilà, homme-femme, alors parfois ça se trompe, on s'excuse. Voilà, il y a un petit laïus. Mais voilà, en tout cas, vous avez ce type d'élément qui peut être remonté. Et en dernier lieu, on va être capable également de vous fournir les couleurs qui sont dominantes sur l'image, ainsi que les couleurs qui s'appellent l'accent color, c'est-à-dire la couleur qui va vraiment être saturée dans l'image. Alors pourquoi on fait ce type de choses? Je vous montre déjà la première chose, c'est la recherche dans Bing. Aujourd'hui, ça nous permet de faire ce type de filtre. Donc quand vous cherchez un mot-clé et que vous cherchez des images, voilà, entre la reconnaissance photo, la reconnaissance de clip art, c'est exactement ce type de résultat qui est utilisé aujourd'hui sur Bing. Voilà à quoi sert la reconnaissance de couleurs dans une image et la couleur d'accentuation. C'est qu'on va être capable, dans notre design, en fonction de la couleur, ici c'est les lèvres, de faire le design qui va être associé en fonction de cette couleur. Alors ça, c'est une application qui existait sur 8.1, aujourd'hui elle n'existe plus, mais on le fournit également dans d'autres éléments, par exemple le Windows Store, où on va s'amuser avec l'icône, à chaque fois de faire quelque chose d'assez joli en termes de design grâce à ces couleurs dominantes. Ici, on a voilà, un autre exemple, et également Katy Perry qui a fait un peu de pub pour Windows Mobile fut un temps. Donc c'est sa couleur de cheveux, hein. Regardez pas ailleurs, c'est sa couleur de cheveux qui prend la dominance. Je veux dire, ouais. Et du coup, en fait, le principe, c'est que grâce à l'API, là c'est un exemple, vous pouvez le faire, là c'est du Windows, vous pouvez le faire sur une application n'importe laquelle. Hein. Vous récupérez grâce à l'API la couleur principale, puis vous mettez à jour la couleur dans votre code directement, et comme ça s'adapte à l'image directement. Alors un deuxième besoin, c'est tout ce qui va être OCR. Donc ce service, vous pouvez également lui proposer une image qui va contenir du texte, et on va être capable soit de vous retourner directement la chaîne de texte qui est dans l'image, soit le fichier JSON avec la position exacte de chaque, pas de chaque lettre, mais de chaque phrase qui est dans l'image. Alors tout ce que je vous montre là, si vous êtes intéressé pour le tester, je vous le précise tout de suite, il y a un site web donc, qui s'appelle Project Oxford, donc vous pouvez faire voilà, project en anglais, Oxford tout attaché, .ai, comme Artificial Intelligence, et vous pouvez proposer directement vos images et regarder le résultat avant d'utiliser l'API pour voir si ça répond ou pas à vos besoins. Alors, le cropping d'image, c'est quelque chose qui est relativement utile dans beaucoup d'applications. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire une application où j'utilise des images d'artistes. Je fais du cropping, et ce que j'ai envie, c'est que le cropping il soit assez intelligent pour pas me cropper la partie intéressante de l'image, c'est-à-dire le visage. Donc c'est ce qu'on va proposer dans ce type de thumbnail intelligent, c'est de savoir exactement quelle est la force de l'image, et à chaque fois qu'on fait une redimension, de toujours garder placé correctement soit le visage, soit l'élément qui est principal dans l'image pour ne pas couper l'image n'importe comment. Alors, détection de visage. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez eu ce type de besoin, mais par exemple pour des applications qui vont traiter de la photo, ce qu'on aime faire, par exemple dans OneDrive, c'est être capable de pouvoir classer toutes les photos qui appartiennent à telle ou telle personne. Donc l'idée c'est déjà d'être capable d'identifier le visage et les éléments
qui identifie véritablement un visage. Et donc, le premier niveau d'API, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va être capable de positionner le contour, donc de reconnaître tous les visages qui sont dans une image. Donc, ce n'est pas juste une photo. Si vous avez 10 personnes, on va être capable de reconnaître les 10 personnes. Et dans les éléments d'identification, on va avoir la position des yeux, du nez, et la position de la bouche, avec les points qui vont également vous être retournés sous forme de fichier JSON. Alors, on ne le voit pas, mais cette API retourne également l'âge de la personne et son genre. Donc ça va être le premier niveau. Et à partir de ce niveau d'identification, eh bien, on va pouvoir un petit peu itérer divers scénarios. Le premier, c'est entre deux photos, vous donnez le taux de confidence pour savoir si c'est la même personne ou pas. Donc ici, c'est complètement faux. Donc on a un niveau de confidence qui est à peu près de 0,01. Et après, bien entendu, ça va être le regroupement d'images. Donc vous pouvez envoyer des bulks de 80, 100 images et automatiquement il va vous retourner, eh bien j'en ai 30 qui appartiennent à telle personne, 20 qui appartiennent à une autre, et puis les autres, je ne peux pas me positionner là-dessus. Voilà. Soit l'image n'est pas complètement de face, elle est un peu inclinée. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser comme ça à faire du regroupement de personnes. Alors, on peut aller vraiment plus loin, on peut même s'amuser à identifier réellement les personnes en lui donnant un nom, et à chaque fois que vous allez pousser, par exemple, la photo d'Étienne, le fichier JSON va vraiment retourner comme quoi c'est Étienne et qui fait partie de mes collègues voilà, de chez Microsoft. Alors, reconnaissance et synthèse vocale. Aujourd'hui, toutes les plateformes ont généralement des moteurs de reconnaissance et de synthèse vocale, donc ce n'est pas forcément intéressant de regarder finalement ces API REST, mais on a quand même des scénarios qui sont très intéressants, par exemple l'IoT, où généralement on n'a pas de moteur de reconnaissance qui sont intégrés à des petites plateformes de prototypage. Par contre, on a généralement accès au web, et donc on peut très bien, avec le micro, enregistrer une portion de voix, l'envoyer vers un fichier, vers un service web, et ce service web va après nous retourner un fichier JSON avec l'interprétation du texte qui a été enregistré par le micro. Donc c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui ce type de services qui sont utilisés par Xbox, par Cortana, qui sont vraiment exactement les mêmes services qui permettent de faire de la reconnaissance et de la synthèse vocale. En termes de reconnaissance vocale, on a deux types de formes. Soit c'est des reconnaissances très courtes. Par exemple, si vous souhaitez dire simplement choix 1, choix 2, choix 3, voilà, donc c'est moins de 15 secondes. Soit on peut aller avec un enregistrement beaucoup plus long, et là on est plutôt sur de l'enregistrement qui va en dessous des 2 minutes pour reconnaître des phrases un petit peu plus complexes. Reconnaissance vocale, non pardon, text-to-speech, donc là c'est vraiment de la synthèse, on a des moteurs. Aujourd'hui, on est capable de supporter une quinzaine de langages, donc on vous invite à tester directement. Sur le site web, vous pouvez pareil, regarder un petit peu à quoi ça ressemble et jouer pour synthétiser tout ce que vous voulez dans ces 17 langages. Alors Louis, c'est aujourd'hui quelque chose qui est sur invitation uniquement, mais ils ouvrent un petit peu les vannes. L'idée, c'est qu'on sait, on sait faire de la synthèse et de la reconnaissance vocale. Ce qui est plus compliqué, c'est d'être capable de reconnaître ce qui est vraiment dans la phrase. Et dans une application, ce qu'on a envie, c'est que quand quelqu'un demande, par exemple, les news about flight delays, c'est d'être capable d'avoir un service qui vous retourne les différentes actions qui sont possibles dans votre application et de les relier par rapport à cette phrase. Donc ici, j'ai l'utilisateur qui a dit cette phrase, j'ai envoyé la traduction, la traduction sous forme de texte directement au service de Louis, et le service de Louis m'a retourné ce fichier JSON, où il me dit, écoute, à 99%, je suis sûr que la personne recherche une action qui existe dans ta page, qui s'appelle Find News, et le topic, le sujet qui est abordé, ça va être Flight Delays. Donc c'est vraiment être capable de relier ce type de texte aux actions qui sont présentes dans votre application. Alors, il n'y a rien de magique à ça. Pour réussir à le faire, il va y avoir un temps d'apprentissage, et donc vous avez un portail qui existe, et ce portail, vous allez lui préciser toutes les actions qui sont disponibles dans votre application ou dans votre page. Vous pouvez avoir différents niveaux de granularité, et également les entités qui vont être importantes dans cette phrase. Alors ici, c'est relativement simple, j'en ai qu'une seule, qui s'appelle Activity Type. Là, on voit en fait une description pour une application d'exercice tracker de type Runtastic, par exemple.
où là j'ai eh bien, des actions de type je démarre une activité, j'arrête une activité, et je peux modifier le niveau de battement cardiaque qui est attendu. Donc je vais préciser cette structure, et après je vais faire de l'apprentissage, c'est-à-dire que je vais lui donner des phrases typiques qui vont être proposées par mon utilisateur. Donc par exemple, voilà, je souhaite démarrer une activité de type jogging, donc je vais rentrer cette phrase-là. Automatiquement, je vais la mettre en relation avec ces différents niveaux d'action. Et pareil, je vais mettre en surbrillance exactement l'entité activity type pour dire c'est jog, c'est bike ride, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, quand je vais avoir commencé à lui préciser une vingtaine, une trentaine de phrases, je vais lui dire, écoute, à partir de maintenant, tu es vraiment un moteur autonome, et je veux que tu commences à interpréter par toi-même les phrases. Donc c'est du machine learning classique, et vous allez pouvoir le câbler via une API REST à votre application, et l'utilisateur va proposer ces phrases, vous allez récupérer un fichier JSON, et vous allez pouvoir relier ça aux actions qui existent dans votre application. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, l'utilisateur va continuer à parler, continuer à rajouter un certain nombre de phrases, et quand vous allez revenir sur le portail, s'il y a des phrases où il a eu beaucoup de mal à interpréter ce que l'utilisateur voulait, eh bien, il va automatiquement vous les proposer dans le portail, pour être capable de les lister et puis de voir si c'était une phrase qui n'avait rien à voir avec vraiment votre application, soit que ça a vraiment un rapport et qu'on savait mal l'interpréter, donc du coup de pouvoir eh bien, remettre ces phrases en corrélation avec les actions et en corrélation avec les entités. Et donc du coup améliorer au fur et à mesure votre moteur de machine learning. Alors le dernier point, je voulais vous faire une petite démo, mais ça va être loupé, c'est le Text Analytics. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des besoins en termes de, par exemple, de recherche sur les réseaux sociaux pour savoir si eh bien, votre application, vous avez des sentiments qui sont positifs ou négatifs sur les réseaux sociaux. Généralement, sur les réseaux sociaux, on est capable de détecter des mots-clés, c'est assez facile, mais par contre, avoir le sentiment positif ou négatif, c'est beaucoup plus complexe à récupérer. Eh bien, c'est l'intérêt de ce type de technologie. Vous lui envoyez la phrase et il vous retourne un niveau qui va être entre 0 et 100. 100, ça va être extrêmement positif et 0, ça va être extrêmement négatif. Donc, on peut faire une démo, par exemple, pour dire « This session was awesome ». Donc, dans ces cas-là, ça va être 80%. Voilà, but speakers were too birded, on était trop barbus. Dans ce cas-là, ça va basculer à 54% et il va automatiquement mettre en évidence que c'était les speakers qui étaient trop barbus et que ça pose un problème. Voilà. Donc vous pouvez directement tester pareillement ce type de scénario en ligne et regarder si ça répond ou pas à votre attente et après le mettre en place dans votre application. Donc pour faire une petite synthèse, on a aujourd'hui des API pour tout ce qui va être reconnaissance d'image, détection de visage, reconnaissance et synthèse vocale, Louis pour interpréter vraiment syntaxiquement ce qui est dit dans votre application, et puis tout ce qui va être texte analytique pour faire de l'analyse de sentiments dans une phrase. Et pour tout ça, on a un SDK. Et pour tout ça, alors, on parlait d'API REST, mais bien entendu, on a proposé également des SDK, et vous avez des samples complets qui existent pour Android, qui sont présents sur GitHub. La seule chose à faire, c'est de récupérer un numéro d'abonnement sur le plateforme Azure, vous la mettez dans le sample Android, et vous pouvez tester directement ça sur Android Studio. Aujourd'hui, ce sont des API qui sont toutes en preview, donc il n'y a pas de facturation associée, c'est gratuit. Vous êtes limité à 5000 appels par mois, ce n'est pas énorme, ça restera 5000 appels par mois après gratuit. Ce qu'on va annoncer dans les prochaines semaines, c'est après un niveau de facturation, c'est que dès que vous passez au-delà des 5000 appels par mois, on fera un tarif qui sera progressif. Voilà, tout simplement. Bon, je retentais un peu le réseau, c'est pas grave. Donc du coup, là on va changer un petit peu de sujet. Donc là c'est toutes les API que vous pouvez utiliser dans votre application. Donc imaginons que vous ayez utilisé tout ça, vous faites la reconnaissance d'âge, les gens ils peuvent dire s'ils sont contents, pas contents, et vous avez des stats, etc. Et votre application elle est prête et vous voulez comprendre un petit peu comment elle va se comporter dans le monde réel. Et récupérer des informations par rapport à l'usage qui en est fait par vos différents utilisateurs. Et donc pour ça, on a quelque chose que vous connaissez peut-être qui s'appelle Oki App,
qui a été racheté par Microsoft, mais que vous pouvez bien sûr toujours utiliser évidemment, et qui marche sur toutes les plateformes, donc c'est pas uniquement Android, mais ça marche très bien pour Android. Donc ça fait 4 sujets principaux. Le premier, c'est la distribution de votre application pour potentiellement des bêta-testeurs. Donc imaginons que vous voulez sélectionner un certain nombre de personnes que vous voulez inviter dans un bêta-test et pouvoir le gérer directement dans un dashboard. Donc vous pouvez le faire justement avec cette feature-là. Vous avez des crash reports avec des informations qui reviennent, qui peuvent être liées aussi à des crashs qui potentiellement ont eu lieu côté serveur. Et donc vous allez avoir des informations avec les erreurs dans lesquelles, enfin les différentes exceptions qui ont été levées potentiellement, ce genre de choses, qui sont renvoyées automatiquement via le référencement d'une API. Vous pouvez intégrer, alors soit en fait il y a une application qui existe qu'on peut installer sur Android et ensuite on peut voir toutes les applications où on a été invité là-dedans. Et du coup en fait on peut via cette application-là, ou si vous l'intégrez dans la vôtre, donner du feedback en tant qu'utilisateur, puis on a de l'analyse un petit peu sur tout ce qui se passe là-dessus. Donc il faut vraiment le voir comme ça, c'est beaucoup utilisé pour de la bêta. Vous pouvez même aller plus finement, je vais vous expliquer dans la partie distribution, puisque c'est le premier truc qu'on fait. Donc en gros, on a une application qui ressemble à ça, là, que vous voyez en bas à droite, là, que vous installez. Là-dessus, vous pouvez voir les applications en tant qu'utilisateur dans lesquelles vous avez été invité. Donc vous voyez qu'ici, c'est l'application est cross-platform, donc il y aura pour Android, iOS, Mac, etc. et Windows. Et en fait, ça vous permettra déjà de contrôler à qui vous la donnez. Vous pouvez faire des groupes de personnes et dire, ben, moi j'ai une version de mon application qui est en bêta. Celle-là, je la donne à, 1000 personnes par exemple, et puis j'ai une version vraiment interne à l'entreprise où je fais un groupe spécialement avec une dizaine, une cinquantaine de personnes, et je distribue une autre version à ces gens-là. Donc vous pouvez aller très finement dans la distribution. Et surtout, vous pouvez faire des stats ensuite. Donc, vous pouvez voir par exemple que alors c'est pas le device name, c'est device ID. Donc vous avez les différents types de devices qui ont été utilisés pour cette application-là dans la bêta. Vous avez toutes les informations qui sont en relation avec vos testeurs justement, et ça remonte dans un dashboard que vous pouvez visualiser par la suite. Donc ça, c'est la première des 4 fonctionnalités majeures. Donc la seconde, c'est les crashs. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 choses importantes à retenir ici. En bas à droite, on voit, ça c'est la liste des différents crashs qui ont eu lieu. Donc on vous donnera les slides, je pense que ils seront communiqués par la suite. Donc on a, je ne sais pas, ici il y a une exception, NS invalid argument exception, avec quelque chose et tout le détail quand on clique dessus pour savoir ce qui s'est réellement passé sur le device. Et vous avez justement les détails de sur quel device c'est arrivé, enfin tout ce qui est un petit peu super important quand tu veux comprendre l'origine d'un problème et les résoudre. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le connecter si vous avez un système qui permet de gérer vos tickets. Donc là, il y en a quelques-uns, il y a Jira, Bitbucket, Codebase, GitHub. Enfin, vous pouvez connecter directement ces crash reports-là et faire en sorte que ça devienne des tickets dans vos systèmes de gestion internes, ce qui permet ensuite d'avoir le suivi derrière sur la résolution du problème et ce genre de choses-là. À côté de ça, donc on a cette notion de feedback, puisque justement quand on fait une bêta, et même après la bêta d'ailleurs, hein, on a envie de savoir ce que pensent les utilisateurs d'une application, parce que ça nous permet de s'améliorer ou de corriger des problèmes, ou peut-être même d'avoir une nouvelle fonctionnalité dans l'application auquel les utilisateurs penseraient. Et donc ça se fait alors soit via l'application qu'on installe, celle que j'ai montrée tout à l'heure, là on a la liste de toutes les apps où on était invité, là les gens ils peuvent remonter un feedback, ou alors il y a une API qui est disponible, que vous pouvez utiliser, il y a un SDK qui est fourni avec OkiApp, qui vous permet justement de rajouter dans votre application un formulaire avec les gens, ils peuvent faire un feedback, puis ça revient directement à l'intérieur du dashboard que vous avez disponible avec OkiApp, que je voulais vous montrer, mais je peux vous montrer tout à l'heure sur mon PC, je pense que le Wi-Fi marche, et donc du coup ça devrait fonctionner correctement. Et puis la dernière feature, c'est un petit peu des stats sur tout ça. Donc comme les gens, vous les connaissez, puisque vous les avez invités, donc vous avez leurs informations, vous savez leur nom, prénom, si vous l'avez rentré, c'est optionnel, mais quand vous les invitez, vous mettez le mail et le nom, prénom. Et du coup, vous pouvez avoir des stats d'utilisation pour dire, bah tiens, là, je vois qu'il y a Maurice von Calden, qui est dans le temps d'usage de l'application, c'est lui qui l'a le plus utilisé, à 25% du temps total d'usage de l'app, dans cette phase-là de test. Et on peut se dire, bah tiens, lui, il a beaucoup utilisé, peut-être qu'il faut que je rentre en communication avec lui pour savoir ce qu'il en a pensé, etc., etc. Et puis, on a des infos ici, là vous voyez des informations sur les versions d'OS par exemple, ou ce genre de choses. Là, c'est une capture d'écran d'iOS, je pense, mais on a les mêmes sur Android parce que c'est du 7.1 et 7.06, tout ça. Et on a exactement la même chose, peu importe la plateforme qu'on a ciblée.
Voilà, donc c'est les différentes informations. Pour regarder comment ça marche, si vous voulez, là, je vous ai mis l'URL pour télécharger le SDK. Il y a une version gratuite que vous pouvez tester directement. Donc vous créez un compte sur okiapp.net. Et ensuite, il y a toute une doc. Là, j'ai mis 2-3 trucs, mais en gros, il faut aller modifier l'Android manifest.xml. Il faut les rajouter une activité dedans pour référencer. Ici, on a quelque chose qui va mettre à jour toutes les activités au sens Okiapp. Et puis... après, vous allez voir, c'est super simple à implémenter. Vous avez directement une API. Vous lui dites que dès qu'on va demander de vérifier s'il n'y a pas des updates, parce que ça gère aussi automatiquement les updates des applications, sans forcément passer par le store, ce qui peut être pratique. Et donc, ça, on s'enregistre pour les updates, on s'enregistre pour les feedbacks et pour ce genre de choses, et automatiquement, ça va remonter les informations dans le dashboard. Et alors, ce que je voulais vous montrer, mais que je ne peux pas montrer là, mais ce n'est pas très très grave, vous avez, sur GitHub, vous cherchez Okiapp, Okiapp sample, un truc comme ça, vous avez un exemple qu'on fait fonctionner, je pense, en 15 minutes à peu près, qui contient toutes les informations. Ils vous disent, bah voilà, vous allez dans votre site web, il y a un ID à récupérer, il y a une clé, ce genre de choses. Vous le mettez dans le sample, puis ensuite en Gradle, vous avez des commandes différentes pour compiler et après vous l'uploadez à la main, ou pour directement compiler et l'uploader direct dans Okiapp à la compilation avec Gradle. Donc ça c'est super bien intégré à votre flow de compilation classique Android. Et je vous propose maintenant de parler d'Azure App Service. Petite musique d'ambiance. Il a un jingle dès qu'il rentre sur scène, quoi. Je reviens juste sur le mode bêta. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de saisir l'intégralité des données utilisateurs. Le Okiapp propose nativement de créer des pages de recrutement. Donc vous pouvez créer une page web et rediriger vos utilisateurs vers cette page web. Par exemple, sur les réseaux sociaux, si vous faites de la pub en disant « je souhaite mettre en place une bêta », et ils pourront directement inscrire, rentrer leur adresse email, ainsi de suite, sur cette page de bêta, et automatiquement, ça sera saisi automatiquement dans le back-end d'Okiapp. Donc c'est assez pratique. Alors, un dernier point qu'on souhaitait discuter avec vous, il nous reste 9 minutes, c'est parfait, c'est ça? Ouais. On est bon? C'est toujours la problématique de créer un back-end pour vos applications mobiles. Alors, dans Azure, on propose quelque chose qui s'appelle App Services. App Services qui contient ces 4 briques-là. Alors, vous avez Web Apps. Web Apps, ça permet de créer des frontaux web, donc pour héberger des pages web, qu'elles soient en code .NET ou en code PHP, on supporte à peu près tous les langages. Donc vous mettez ce que vous voulez. On a Mobile Apps qui va nous permettre de gérer des backends véritablement pour les applications mobiles. Et 2 autres petites briques, une qui s'appelle Logic App, c'est pour faire de l'orchestration. Je vous montre un exemple, presque un exemple, tout de suite pour que ça soit un petit peu démystifié. Et API Apps qui permettent de créer plus facilement des API et surtout qui va permettre pour des API REST de les documenter avec un nouveau format, un format qui existe open source qui s'appelle Swagger, pour les documenter et du coup de créer des proxys clients automatiquement. Je ne sais pas si tout le monde connaît la différence entre SOAP et REST. Qui ne connaît pas SOAP? Qui connaît SOAP? Ça va être plus simple. OK. Bon, en SOAP, vous aviez une description sous forme de WSDL, donc c'est une description du service qui permettait donc, du coup de pouvoir automatiquement créer des proxys. Avec l'arrivée de REST, c'est plus compliqué, donc généralement les proxys ne sont pas créés automatiquement. Swagger permet de pallier à ce défaut. Alors, juste avant de parler de Mobile Apps, ça c'est Logic App. Logic App, l'idée c'est de pouvoir, sous forme de Lego, créer des orchestrations. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de connecteurs. Par exemple, on a un connecteur qui existe vers Twitter et on a un connecteur qui existe vers Twilio. Alors Twilio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service qui va permettre d'envoyer des SMS automatiquement. Alors plutôt que d'écrire des lignes de code, on va simplement dire j'ai une brique toutes les heures, je veux qu'on aille sur Twitter, récupérer les informations qui proviennent du compte Microsoft Azure. Et dès que j'ai récupéré ces informations-là, je vais les passer à un autre connecteur qui s'appelle Twilio pour envoyer un SMS avec l'intégralité des dernières news à mes collaborateurs. Donc c'est fait pour vraiment créer des applications très très rapides, des backends très rapides, juste en jouant avec des Lego.
Alors aujourd'hui, on propose nativement voilà, l'ensemble de ces connecteurs. L'idée, c'est à terme d'avoir une marketplace complète où vous allez pouvoir proposer des connecteurs et des API additionnels et éventuellement de les monétiser. Voilà, tout simplement sur Azure. Alors, sur le back-end d'applications mobiles, Mobile Apps, le but va être, donc à gauche vous avez votre application, à droite on a le back-end d'applications mobiles. C'est principalement de gérer déjà des connexions avec des bases de données, donc des bases de données SQL, soit des tables, soit du MongoDB, et même on peut se connecter à des listes dans SharePoint, voilà, ou des connecteurs, j'en parlerai tout à l'heure. Donc vraiment, le premier point, c'est bien entendu d'être capable de récupérer des données et de pouvoir donc du coup les utiliser dans votre application. Le deuxième, c'est de gérer tout ce qui va être authentification utilisateur. Et c'est toujours un petit peu compliqué de gérer la plomberie de l'ensemble de ces plateformes aujourd'hui, que ce soit Facebook, Twitter, Microsoft, Google. Eh bien, ce service vous propose simplement de fournir vos données côté back-end, c'est-à-dire que vous allez simplement saisir vos différentes clés pour chacun des services Facebook, Twitter et Microsoft. Et ensuite, c'est la plomberie qui existe entre le SDK client que vous allez récupérer et Mobile Apps, qui va gérer toute la notion d'authentification utilisateur. Donc vous avez pu à gérer cette partie-là, elle est faite pour vous. Également, une grosse galère, c'est la gestion des push notifications. Si vous gérez qu'une seule plateforme, généralement ça ne pose pas de problème. Si vous avez des web services qui commencent à envoyer des notifications, eh bien, à la fois Android, iOS et Windows, ça devient un petit peu plus compliqué. Et ce que ce service permet, c'est effectivement de vous abstraire également de cette logique-là. Vous la laissez à Azure, et c'est lui après qui va envoyer les notifications à l'intégralité des plateformes ciblées. Pour avoir travaillé un petit peu avec ça, ce qui est galère également, c'est si vous souhaitez en un temps record envoyer des notifications à l'ensemble des plateformes. Alors si vous avez 1000 clients, c'est une chose. Si vous commencez à avoir 1 million de machines qui sont ciblées, eh bien, ça veut dire quand même que votre service, si c'est vous qui gérez votre service web, vous allez parser généralement 1 million de requêtes web que vous allez devoir envoyer à différents serveurs de notification pour que derrière chaque notification arrive aux différents clients finaux. Donc ça veut dire que vous avez intérêt quand même à avoir des machines qui sont capables d'assurer. Et donc ce service-là va automatiquement se scaler pour provisionner autant de machines virtuelles qu'il faut pour être capable d'envoyer des notifications à tout le monde en moins de 2 minutes. Voilà, c'est ça l'engagement. C'est qu'entre le premier et le dernier, il y aura moins de 2 minutes d'écart. Et quelque chose qui, personnellement, Windows, c'est assez galère. Je ne sais pas sur Android, si vous avez des briques, on pourra en discuter avec vous, je serais très, très content. Mais c'est tout ce qui est synchronisation offline. Et ça va être capable de le gérer. Alors, il n'y a pas de secret là-dedans. Il faut préalablement quand même installer une base de données locale. On se base sur du SQLite. Et on a géré tout le mécanisme de synchronisation. Si vous perdez la connexion, automatiquement, vous allez stocker toutes les informations dans la base SQLite locale. Et puis, dès que la connexion au web revient, on va automatiquement prendre les données qui étaient locales et les pousser vers de l'Azure. Voilà, et s'il y a des conflits, on sait les gérer et on sait vous alerter sur les conflits pour que vous preniez les bonnes décisions. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur les derniers points, mais vous avez un bon aperçu, j'ai 2 minutes pour les questions, ça va être super, sur ce qu'est capable de faire aujourd'hui Azure et cette brique mobile app pour vos applications. Et en fait, donc là, encore une fois, il y a marqué REST API. C'est super, vous pouvez y accéder en REST et tout, mais on fournit des SDK. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'en gros, imaginons que vous décidiez de prendre ce qui est en standard dans Mobile App. Vous avez une interface, vous créez vos bases de données, vos tables, etc. Automatiquement, ça vous génère l'API REST. Et tu m'enlèves le slide quand je parle. Non, pardon, vas-y. Ça vous génère l'API REST. Si, tu m'enlèves vraiment le slide quand je parle. Ouais, mais tu peux parler sans. Et du coup, vous n'avez pas besoin. Enfin, en gros, la partie. Vous avez un SDK en Java qui est dispo. Donc, dans Android, vous allez faire. Si vous avez activé, je sais pas, l'authentification Facebook, vous créez votre page Facebook, votre application dans Facebook pour gérer l'authentification. Vous ajoutez la clé dans Mobile App et ensuite dans votre application vous faites Authenticate en disant que ça marche avec Facebook. Automatiquement il vous lance la pop-up. Enfin, vous n'avez pas besoin de coder toute cette partie-là
qui est normalement à faire soi-même. Vous faites pareil pour l'authentification Google, vous n'avez pas besoin de le faire, vous faites juste Authenticate avec l'API qui vous est fournie, le SDK qui vous est fourni, ça marche direct. Donc ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un SDK en Java pour Android, il y en a pour iOS, etc. etc. Quand vous allez sur le site Azure et que vous allez créer votre mobile app, il va automatiquement vous proposer de télécharger une solution qui va gérer la partie back-end pour que vous puissiez mettre à jour les tables qui vont bien et ainsi de suite, donc constituer tout ce qui va bien côté back-end. Et il va vous proposer également de télécharger directement une application cliente Android, si vous n'en avez pas, voilà, pour voir un petit peu toute la logique. Et puis après, juste copier les lignes de code qui vont bien pour les mettre dans votre application. Donc c'est assez pratique à utiliser, il y a un quick start qui est très bien fait. Voilà, donc on n'a plus de temps pour les questions, désolé pour ça, mais on est dispo encore pour en parler. On a un petit peu de temps. Deux questions. Deux questions, ouais. Ok. Déjà, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions. Merci. C'est bon, c'est terminé. Ou pas? Bon, bah, c'est du pas obligé. coup, Bon voilà, on a même fini en avance, c'est cool. Merci beaucoup. Une dernière slide, un tout petit peu marketing, mais c'est voilà, si vous souhaitez utiliser Azure, vous avez aujourd'hui une version d'essai qui est gratuite. Vous pouvez avoir 150 € de ressources pour tout le monde. Et puis après, si vous êtes une start-up, eh bien, on a un programme qui s'appelle BizSpark et vous pouvez du coup en faire partie. Et à partir du moment où vous êtes une start-up, vous avez le droit à, je ne sais plus, 115 € par mois pour 5 membres. Et ça pendant 3 ans.